Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bien, bonsoir. Bienvenue à cet avant-dernier bloc. Et je vais donc consacrer, comme il était prévu, les 2 heures aujourd'hui au problème de la politique climatique, c'est-à-dire un sujet de politique économique qui se situe évidemment tout à fait en aval des problèmes de théorie économique que j'ai évoqués dans la première partie avec la théorie des incitations, des mécanismes design, etc. Aujourd'hui, les exposés seront placés sous le sceau du débat sur la politique climatique. J'ai écrit introduction au débat sur la politique climatique parce que je ne pense pas qu'on puisse épuiser le sujet, c'est un sujet tout à fait considérable, et que je me contenterai de donner un certain nombre de coups de projecteur, que j'espère cohérents, mais que je ne prétends nullement exhaustifs. Juste une introduction à cette introduction, juste pour vous rappeler la séance précédente, un peu le contenu de la séance précédente, qui avait mis l'accent sur ce qu'on peut appeler les justifications de la politique climatique. Et dans les justifications de la politique climatique, j'avais mis en exergue ce qu'on peut appeler la dialectique court terme, moyen terme, long terme. Grosso modo, les dépenses sont aujourd'hui et demain, et les bénéfices sont demain et après-demain. Donc il y a, et deuxièmement, l'échelle temporelle des problèmes est tout à fait inhabituelle. Ce qui nous avait conduit à opposer l'intuition écologique qui met l'accent sur la préservation du long terme, et la raison économique, raison avec des guillemets, qui donne beaucoup de poids au court terme, du moins tel qu'on peut en conclure lorsqu'on regarde les taux d'actualisation, un taux d'actualisation qui conduisent à écraser les bénéfices lointains et à faire disparaître quasiment les bénéfices très lointains. Donc c'est un peu cette problématique du taux d'actualisation qui est utilisée par les économistes, qui est un outil standard à la fois pour les choix publics et pour les choix dans le secteur privé. C'est donc par le biais d'une discussion, sur le taux d'actualisation qu'on a essayé d'avoir un peu au fond. Discussion un peu rapide, mais discussion au fond, qui a mis l'accent, je crois, sur deux aspects. La première, c'est l'aspect prix relatif. Le bien environnement, les biens que l'on peut placer qui déterminent ce qu'on peut appeler la qualité environnementale à un moment donné, dans un espace donné, sont des biens qui ne sont pas reproductibles. Nous n'avons qu'une seule planète. Le bien environnement n'est pas multipliable, comme le sont, du moins c'est ce qu'on imagine, les biens privés. C'est du moins ce que dit la théorie économique de la croissance, par exemple, que j'avais exposé il y a quelques années ici. Donc il y aura un effet, c'est un bien particulier, c'est un bien qui ne peut pas être multiplié, c'est un bien dont la rareté relative s'accroît. Donc il y aura, conjointement avec le taux d'actualisation, un effet prix relatif. Effet prix relatif qui viendra contrecarrer l'effet du taux d'actualisation. C'est la première dimension. Il y a deuxièmement un effet incertitude. Les coûts sont aujourd'hui, les bénéfices sont demain ou après-demain, mais ils sont extrêmement incertains. Ils peuvent être relativement modérés ou ils peuvent être tout à fait considérables et catastrophique au sens habituel du terme. Et la conclusion que j'avais suggérée, c'est que, au fond, alors j'avais introduit aussi, et j'ai oublié de le dire, mais c'est évidemment tout à fait essentiel, un paramètre dans la discussion qui s'appelle l'altruisme intergénérationnel. Si vous vous moquez de ce que sera cette planète dans un siècle ou dans 2 siècles, vous n'avez probablement pas à mettre en place une politique climatique. Et donc, on avait introduit une discussion sur le poids que vous accordez, au fond, à ce que cette planète survive et à ce que vos descendants, éventuellement pas trop proches, mais relativement lointains, y soient convenablement bien traités.
Et la conclusion que j'avais suggérée, sans la démontrer tout à fait, je vous avais présenté un monde dans lequel il y avait 4 paramètres, hein, vous vous rappelez, en quelque sorte c'est l'altruisme intergénérationnel, un paramètre qui déterminait l'efficacité dans la production des biens privés, l'efficacité économique standard, et qui déterminait d'ailleurs des taux d'actualisation standard. Et il y avait un paramètre que j'ai appelé qui faisait référence à l'incertitude sur la valeur environnementale. Et enfin, un paramètre qui faisait référence à la satiété des besoins lorsque l'économie accroît le nombre de biens qui sont disponibles. Et j'en avais conclu qu'au fond, s'il y avait des transferts que l'on devait faire vers nos descendants, hypothèse d'altruisme intergénérationnel ou d'égoïsme intergénérationnel pas trop accentué, hein, celui qui avait le meilleur rapport qualité-prix, d'une certaine manière, une manière de le dire un peu plus rapide, c'était de leur transmettre une planète en bon état. C'était de leur transmettre une planète à bon état parce que c'était faisable à des coûts qui sont probablement relativement modérés. Et ça leur serait peut-être utile, on n'est pas sûr, peut-être qu'on se trompe, il y a de l'incertitude là-dessus. Mais ça risque de leur être utile. Et donc c'est un transfert d'excellent rapport qualité-prix. Et l'incertitude accentue la conclusion. C'est-à-dire que j'avais suggéré que lorsqu'on ne savait pas si les dégâts à l'environnement seraient importants ou pas importants, il fallait faire comme si, et ça c'était pas un principe de précaution dans lequel il y a dans lequel la rhétorique est assez incertaine, hein, mais c'est un genre de théorème. Hein. Il fallait faire comme si l'événement grave avait une probabilité plus importante. Il fallait biaiser les probabilités envers l'événement grave. Alors vous voyez bien que c'est parfaitement pertinent pour le débat actuel. Dans le débat actuel sur la politique climatique, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais les climatologues peuvent se tromper ». C'est vrai, les climatologues peuvent se tromper. Mais ce n'est pas le problème. D'une certaine manière, c'est le problème que s'ils se trompaient totalement. Parfois, je prends un autre exemple. Hein. Si on vous annonce que vous êtes dans une descente de montagne dangereuse et quelqu'un vient vous dire dans le 3e virage en dessous, il y a du verglas et il est extrêmement dangereux. Et il dit c'est sûr. Et puis il y a quelqu'un qui vient après qui vous dit dans le 3e virage en dessous, il y a du verglas, mais il n'y a qu'une chance sur 2 qu'il soit extrêmement dangereux. Ou il n'y a que 2 chances sur 3 qu'il soit extrêmement dangereux. Ça ne modifie pas grandement votre décision. Vous avez à faire, conformément au principe de précaution que j'ai énoncé ici, accentuer la probabilité de l'événement le plus défavorable et à faire comme si c'était encore plus défavorable. Donc l'action climatique n'est pas liée au fait que les climatologues aient raison avec probabilité 100%. Ils peuvent se tromper avec une probabilité probablement relativement forte sans que ça change énormément la nature des conclusions. Alors aujourd'hui, je vais faire un bref tour d'horizon. Alors, cette fois, on était complètement en amont. On était dans la discussion, faut-il mettre en place une politique climatique compte tenu de ses bénéfices et de ses coûts ? J'avais assez peu parlé des coûts, j'en ai peut-être un mot aujourd'hui, mais je les avais évoqués, bien entendu, et j'avais parlé assez longuement des bénéfices. Aujourd'hui, je vais faire un bref tour d'horizon autour de trois thèmes. Premièrement, c'est les premiers pas de la politique climatique. C'est-à-dire que je vais évoquer les dispositifs, les institutions qui ont été mises en place depuis que la communauté internationale est préoccupée par le problème climatique. Et naturellement, je vais évoquer très rapidement, j'espère y revenir plus longuement la prochaine fois, je vais évoquer le protocole de Kyoto, qui a été le premier événement, le point de départ de la politique climatique. Et je parlerai aussi également des marchés de droit. Alors, marché de droit d'émission, marché de permis d'émission, marché de droit à polluer, on verra un petit peu, donc qui ont été mis en place ici ou là. Deuxième thème, l'économie de la politique climatique. Et là, je passerai beaucoup de temps sur une question à laquelle je n'apporterai d'ailleurs pas de réponse définitive, de même que parce que mes convictions sont fluctuantes. Dans le débat, taxe carbone contre marché de droit. Et j'essaierai de vous faire entrer dans ce problème extrêmement riche, si j'ose dire, de façon un petit peu progressive. J'évoquerai aussi brièvement à la fin la question des coûts des politiques climatiques, c'est toujours dans l'économie de la politique climatique, en parlant de la question du double dividende. On nous a dit parfois que les politiques climatiques ne coûtaient rien, qu'il y avait un double dividende, donc je reviendrai un peu sur cet argument et on le discutera.
Autre et dernier coup de projecteur, c'est sur ce que j'appelle non plus cette fois l'économie de la politique climatique, mais l'économie politique de la politique climatique. Et je vous dirais que la politique climatique est une politique sous contrainte. Premièrement, sous contrainte de lucidité limitée, lucidité sociale limitée, j'essaierai d'illustrer ça par un certain nombre d'exemples, et deuxièmement, sous contrainte de lobbying intense. Et j'essaierai également de l'illustrer par un certain nombre d'exemples. Donc voilà un petit peu pour notre programme aujourd'hui. Alors, premièrement, marché ou taxe, donc l'état des lieux. Oui, alors là, je vous fais pas, je fais un retour en arrière. Ce sont des graphiques qui montrent la montée de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle, avec cette montée exponentielle qui fait passer, par exemple, pour le gaz carbonique, de 280 à 360, 370 parties par million en volume, comme concentration atmosphérique. Donc, vous voyez un accroissement de 30%. Et j'indique sur les graphiques qui sont en dessous l'évolution des concentrations pour le méthane et pour le protoxyde d'azote, simplement pour indiquer qu'il n'y a pas un seul gaz à effet de serre. Ceci, c'est simplement parce que je veux dire tout de suite que je ne parlerai que du gaz carbonique, alors qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Quand je parlerai de la politique climatique, je parlerai de la taxe carbone et marché des droits sur le carbone et sur le gaz carbonique. Je ne parlerai pas de ce qui se passe pour le méthane, etc. Ce n'est pas du tout parce que les autres n'existent pas, c'est parce qu'à un certain niveau, ils sont moins importants, et que pour la simplicité, j'assimilerai de façon inexacte, mais simplificatrice, l'ensemble des gaz à effet de serre au seul gaz carbonique. Alors de même, là, on a des graphiques qui montrent la corrélation entre l'accroissement des émissions et les températures, mais ce n'est pas mon projet ici. Donc nous sommes dans le chapitre les outils de la politique environnementale. Plus général, les outils de la politique climatique. Donc si on est à l'université dans un cours de master ou de doctorat d'économie publique, il y a une section sur la politique environnementale dans laquelle on commence par indiquer quels sont les outils de la politique environnementale, quels sont les objectifs de la politique environnementale, on les comprend assez facilement, et quels sont les outils. Alors, dans ce cours, on distinguerait, donc je le ferai ici aussi, ce qu'on appelle les outils réglementaires et les outils économiques. Alors, quels que soient les outils réglementaires, comme leur nom l'indique, c'est tous les outils qui font référence à des réglementations qui, par exemple, édictent des normes. Normes pour les bâtiments, pour l'isolation des bâtiments, normes pour les émissions de voitures, ça c'est des mesures réglementaires. Il y a des mesures uniformes qui s'appliquent à tout le monde dans des catégories définies et qui sont des mesures qui sont strictes. Si vous avez une norme, vous devez vous y soumettre sous peine de sanctions éventuellement sévères. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les outils économiques, qui sont opposés, donc ici, aux outils réglementaires. Alors, qu'est-ce que c'est les outils économiques ? Simplement les outils qui ont une action sur le système de prix, qui ont une action sur les prix. Dans une économie de marché, les biens et les services s'échangent sur la base de prix, et toute une série d'actions qui sont possibles consistent à modifier le système de prix d'une manière qui soit favorable au succès de la politique environnementale. Alors, les catégories d'outils économiques qu'on va passer en revue ici sont d'abord les taxes et les marchés de droit. Et c'est ces deux outils que je vais essayer de mettre en regard, de comparer, parce qu'il y a un débat sur l'utilisation. Naturellement, j'aurais pu, et je signale pour mémoire qu'on peut aussi subventionner la dépollution, pas seulement taxer la pollution. Les économistes ont tendance à penser que c'est la même chose. Je dirais que c'est vrai jusqu'à un certain point, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais je parlerai surtout de taxes et de marchés de droit, qui, l'un et l'autre, normalement, peuvent conduire à encaisser des recettes. Alors, taxe carbone.
Quel est le principe? Le principe est évidemment simple. Il s'agit de taxer le carbone qui est utilisé, le carbone ou le gaz carbonique. En l'occurrence, je passerai volontiers du carbone au gaz carbonique. C'est pas toujours très facile parce que quand on donne, par exemple, il y a des gens qui utilisent les tonnes de carbone comme référence, et de plus en plus, j'étais dans cette catégorie, de plus en plus les gens utilisent la tonne de CO2 comme référence. Alors évidemment, quand je dis que le prix sur le marché d'une tonne de CO2 est de 30 €, ça ne veut pas dire que le prix d'une tonne de carbone est de 30 €, mais plutôt de 100, un peu au-dessus de 100, puisqu'il faut faire la multiplication par le terme que vous calculerez immédiatement à titre d'exercice. Donc le principe est simple, si le carbone est un mal public, il faut pénaliser son utilisation, et ça diminuera son utilisation, et ça induira ceux qui produisent des biens carbonés à utiliser des techniques moins carbonées. La remarque additionnelle que l'on peut faire ici, c'est que le carbone dans nos économies est déjà taxé, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique climatique. Si vous pensez par exemple au pétrole, et à ces dérivés qui sont l'essence et le fuel, qui sont utilisés dans les transports et éventuellement le chauffage, et bien évidemment ils sont taxés. Et par exemple l'essence est taxée dans les transports, en France il y a une spécialité spécifique qui est liée à ce qu'on appelle la TIPP. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait ça pour empêcher diminuer les émissions des gaz à effet de serre. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il est bon de taxer l'essence, parce que c'est une manière de faire payer aux usagers d'une manière assez grossière le coût d'usage de l'infrastructure, c'est-à-dire de leur faire payer les dégâts qu'ils créent à l'infrastructure, de leur faire payer les externalités d'environnement. Enfin, du moins, c'était la doctrine traditionnelle il y a quelques 20 ans, ça doit toujours l'être plus ou moins. Donc on taxe évidemment, de même on taxe le charbon et le gaz pour leurs usages domestiques selon des critères tout à fait différents. Donc la taxe carbone dont je parle, il s'agit évidemment d'une taxe additionnelle aux taxes existantes qui ont leur propre logique et qui donc viendra s'ajouter à des taxes, comme la TIPP, etc. Alors, taxe carbone, je vais parler tout à fait des facilités de mise en œuvre ou des difficultés de mise en œuvre. Je ne fais que n'évoquer le problème tout à l'heure. J'y passerai un petit moment parce que c'est une question souvent oubliée et qui, à mon sens, a pas mal d'importance. Deuxième grande catégorie d'instruments, le marché de permis d'émission, ou on dira aussi le marché de quotas d'émission. On a dit aussi au début le marché de droit à polluer, en mettant sur le marché de droit à polluer une petite note péjorative, c'est en oubliant note péjorative qui ne se justifie pas complètement, si l'on se souvient qu'en général ces marchés de droit à polluer, entre guillemets, se substituaient à des situations antérieures dans lesquelles le droit à polluer était infini et gratuit, donc on est substitué à un droit limité payant, c'était plutôt, me semble-t-il, un progrès, mais on y reviendra. Donc, quel est le principe? Le principe du marché droit, c'est ce qu'on appelle, dans la littérature anglo-saxonne, est associé à ce qu'on appelle cap and trade, une borne, une limite, et du commerce. Cap, c'est donner des droits à émettre à tous les agents économiques. C'est-à-dire tous les agents économiques concernés, on leur donne des droits à polluer ou des droits d'émission, par exemple d'émission de gaz carbonique, dont ils deviennent propriétaires. Mais ces droits sont échangeables sur des marchés. C'est-à-dire si on en a donné trop, vous pouvez le vendre. Si on n'en a pas donné assez, vous pouvez l'acheter. Bien sûr, ce marché de droit pose une série de problèmes d'organisation. Par exemple, la longueur, sur quel terme ces droits sont-ils donnés? Peuvent-ils être transférés entre périodes? Quelle est la crédibilité du droit de propriété qui est transféré en général du centre, du gouvernement, vers les acteurs économiques, etc. Il y a toute une série de questions là-dessus.
succès. Alors, le marché des permis d'émission, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans notre paysage, en particulier dans le paysage européen. Et le développement des marchés de permis est assez lié au succès qu'a connu le marché du dioxyde de soufre aux États-Unis, qui a été lancé au début des années 90 pour réduire les émissions de SO2 dans l'industrie américaine. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais il s'est révélé relativement efficace, au sens où il a conduit à des réductions assez considérables, assez importantes, et à des coûts très inférieurs à ceux qu'on avait anticipés. Et donc, il y a en quelque sorte il y a eu un coup de fouet donné à cette idée de marché de permis par rapport à la taxe, à la solution alternative, à partir de l'exemple américain. Naturellement, la deuxième chose, c'est que ce marché de permis est un élément du dispositif Kyoto. J'en dirai un mot tout à l'heure. C'est un élément qui a été mis, qui a été mis au programme de Kyoto par suite de l'insistance américaine, qui avait refusé un projet de taxe harmonisée qui a été proposé par l'Europe initialement. Et ce système avait été refusé par l'Europe au nom de l'inacceptable marchandisation de la nature qu'il impliquait. Depuis, l'Europe a pas mal changé d'avis, comme vous le savez. Mais la petite histoire d'ailleurs des négociations États-Unis-Europe sur les problèmes climatiques avant Kyoto est absolument fascinante, parce qu'elle illustre des retournements d'opinion, l'effet dans la négociation des erreurs des experts, erreurs certaines dont certaines étaient absolument grossières, etc. Mais ce n'est pas du tout mon sujet aujourd'hui. Je vais parler donc du marché européen des permis, donc qui lui est restreint à l'industrie, et je dirais aussi un mot du projet Waxman-Markey qui à un moment était bien parti aux États-Unis pour être adopté, puisqu'il était passé devant la Chambre des représentants, qui maintenant semble un tout petit peu assoupi, disons. Je ne sais pas s'il reviendra à l'ordre du jour. Alors, le marché, je vais quand même, avant de parler de Kyoto et du marché européen, vous donner quelques idées là-dessus, je vais quand même dire quelque chose sur le marché des droits d'émission, comment est-ce que ça fonctionne. On va le faire une fois pour toutes, ça n'a absolument rien de difficile. Je reviens sur, j'ai dit l'essentiel. Mais là, on va se mettre au point de vue de l'industrie, pas de point de vue de Kyoto et des États. Mais vous êtes une entreprise qui émet du CO2. Bien, vous allez recevoir un quota ou un permis. Alors, ce quota ou ce permis, il peut vous être alloué gratuitement. Ou il peut être payant. C'est-à-dire que l'autorité administrative qui délivre les quotas peut décider de les mettre aux enchères, une certaine quantité donnée, et vous en achetez la partie que vous voulez. Dans l'état actuel des choses, les quotas donnés à l'industrie sont pour l'essentiel gratuits, avec des projets de modification de cette manière de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie? Bien, qu'est-ce qui est la variable importante? C'est la somme des quotas qui sont attribués. Parce que si le marché fonctionne, l'industrie ne pourra pas avoir un niveau de pollution ou d'émission supérieur à ce qui lui a été donné. C'est-à-dire qu'au-delà, quand vous émettez et que vous n'avez pas de quota en contrepartie, que ce soit le quota qu'on vous a donné ou le quota que vous avez acheté, vous êtes pénalisé. Il y a une sanction. Le marché ne fonctionne que s'il y a sanction pour dépassement des quotas totales. Et la sanction pour dépassement des quotas totales, c'est une sanction qui s'applique au dépassement des quotas individuels qui sont non gagés sur des permis existants. Sanction des émissions individuelles dépassant les quotas que vous avez ou que vous avez acquis. Deuxième point, comment sont affectés les choix de l'entreprise? Alors c'est important de bien comprendre ça parce que c'est en général très mal compris. C'est très mal compris, c'est ce que je vais essayer d'illustrer ça en disant que la politique climatique est sous contrainte de lucidité limitée. Et malheureusement, il y a beaucoup d'institutions prestigieuses qui sont affectées par cette lucidité limitée. Donc, première chose, les quotas sont échangés sur un marché. Et donc, il y a un prix. Il y a un prix soit pour l'acheter, si vous n'en avez pas assez, soit pour les vendre.
Alors ça a évidemment plusieurs conséquences. Comme les quotas ont un prix, si vous avez des modalités de réduction des émissions telles que le coût soit inférieur au prix, vous allez les mettre en œuvre, puisque vous aurez plus de quotas à vendre ou moins de quotas à acheter. Donc ça détermine bien des actions de mise en œuvre je dirais, d'équipement, de verdissement de la production, si ces actions sont à des coûts inférieurs au prix sur le marché. Alors, maintenant, comment est-ce que ça affecte le coût de production de l'unité supplémentaire ? Bien, vous avez évidemment le coût habituel, mais naturellement, au coût habituel, il faut ajouter le coût du permis nécessaire à la production de cette unité. Ça s'appelle le coût d'opportunité en anglais, on dit parfois le coût d'option en français, mais on dit aussi parfois le coût d'opportunité. Et pourquoi ce coût est-il aussi réel ? Alors vous allez me dire, ce coût n'est pas réel si on m'a donné le quota. C'est là l'erreur de raisonnement quelque peu grossière. C'est qu'on vous ait ou non donné le quota, il a une valeur sur le marché. Et cette valeur sur le marché, vous allez l'incorporer dans votre calcul économique, bien entendu, mais également dans vos prix en général, comme coût de production. C'est pas étonnant si imaginez que vous ayez une maison et vous vous demandiez à quel prix vous allez mettre sur le marché pour la louer parce que vous n'avez pas l'usage. Que vous ayez reçu cette maison gratuitement, parce que par exemple en héritage, ou que vous l'ayez acheté sur le marché, en principe, vous mettrez le même loyer à votre locataire. Sauf finalement s'il s'agit d'un de vos amis ou un membre de votre famille. C'est la même chose pour les quotas. Qu'ils étaient donnés gratuitement ou pas gratuitement, l'entreprise va facturer le coût d'opportunité au même prix. Alors, le prix augmenté du prix des permis, d'une part, ça réduit la demande. Ça, c'est conforme, c'est en ligne avec l'objectif environnemental que vous recherchez, puisque vous voulez que les biens, par exemple, si je pense au carbone, que les biens carbonés soient moins utilisés. Alors, deuxièmement, ça fait décroître le profit de l'entreprise si le permis est payant. Si l'entreprise doit payer son permis, il est bien évident qu'elle a un nouvel input qui a un coût, donc que son coût de production est certainement supérieur, et que donc, en toute rigueur, quand ces coûts de production sont supérieurs, quelles que soient ses relations au marché, ses profits vont être plus faibles. Et ça, c'est vrai si le permis était payant ou mieux cher. Mais naturellement, si le permis est donné gratuitement, alors là, c'est moins clair. C'est pas du tout sûr que ça fasse décroître le profit de l'entreprise. À vrai dire, comme on va le voir tout à l'heure, en général, si on ne lui fait pas payer, ça lui fait plutôt accroître son profit, pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan. Il faut garder. Alors, deux exemples de marché de permis. Premièrement, Kyoto. Kyoto, dont je vais vous rappeler brièvement les principes. Alors vous voyez, ceux qui peuvent voir, en tout cas voient je pense aux auditeurs qui n'auront pas sous les yeux ces photos, voient Kyoto. Alors Kyoto, c'est l'ancienne capitale du Japon, c'est une très belle ville avec beaucoup de richesses architecturales, qui d'ailleurs a été, pour cette raison, probablement préservée et qui n'a pas subi les bombardements américains de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui est très bien préservée. Et là, vous voyez le Temple d'Or, qui est une merveille architecturale. C'est le Kinkakuji, qui est beaucoup plus beau que le Jinkakuji, qui est le Temple d'Argent. Et Kyoto, c'est une tentative d'architecture, de belle architecture, qui fait penser au Temple d'Or. Alors, c'est quoi l'équation Kyoto ? Il y a trois dimensions. Premièrement, le protocole impose des engagements contraignants à un sous-ensemble de pays. Cet ensemble de pays a été appelé, selon les cas, l'annexe 1, l'annexe B. Ça va être l'annexe B maintenant, enfin j'espère que je ne me trompe pas. Et ces pays de l'annexe B sont des pays riches et émetteurs de carbone. Émetteurs de gaz à effet de serre, les pays les plus riches et les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, il y a évidemment une corrélation. Depuis la situation... Quand j'ai écrit un rapport pour le Conseil d'analyse économique sur la politique climatique en 2003, on prévoyait que les émissions des pays hors annexe B dépasseraient les émissions des pays annexe B vers
2035 à l'époque. Aujourd'hui, on est à 2025, parfois 2020. Je ne sais pas si ce n'est pas encore plus rapproché. Donc, il y a les pays émetteurs et les pays moins émetteurs qui ont considérablement développé leur émission depuis la signature du protocole de Kyoto, qui était en 1997. Deuxième élément du processus Kyoto, donc les engagements sont des engagements de limitation des émissions sur une période 2008-2012, c'est la période Kyoto, donc on est dans la période Kyoto, à un niveau qui est indexé sur le niveau d'émissions 1990. Grosso modo, un peu de choses près, c'est moins 5% des émissions 1990. Et troisième point, donc ces quotas qui sont donnés à chaque pays sont des quotas négociables. Donc Kyoto instaure un marché de permis, enfin mondial du moins, restreint aux pays d'annexe B. Et le fait que ces quotas soient négociables est un des mécanismes de flexibilité mis en place par Kyoto. C'était vendu sous le terme de mécanisme de flexibilité, c'est vendu comme un mécanisme de flexibilité. Avec l'argumentaire le plus simple étant, s'il y a des pays qui n'arrivent pas à tenir leurs engagements, grâce à ce mécanisme, ils auront une assurance. En quelque sorte, c'est un mécanisme d'assurance. Évidemment, l'argument est beaucoup plus général. Ce mécanisme, ce marché, comme tous les marchés, permet de répartir l'effort entre les pays. Si un pays qui a des réductions d'émissions extrêmement coûteuses et un qui a des réductions d'émissions plus faibles, eh bien, il y a naturellement une possibilité d'échange de permis qui est mutuellement avantageuse. Donc ça différencie l'effort selon le coût de l'effort et ça abaisse le coût global. Bien sûr, Kyoto, c'est quelque chose de très ambitieux. C'est quelque chose qui n'est pratiquement plus dans le collimateur aujourd'hui avec Copenhague. C'est là une tentative de faire un cadre de coopération internationale qui, au lieu de petits ruisseaux individuels, les conjugue dans une grande rivière, d'une certaine manière, qui consiste en quelque sorte à faire converger les efforts dispersés. Il y a aussi un principe économique fort, qui était une vraie innovation de l'ère de la mondialisation, qui consiste à dire qu'il y aura un prix mondial, dans un premier temps limité aux pays de l'annexe B, un prix mondial du carbone. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une alternative à la taxe carbone internationale harmonisée qui avait d'abord été proposée. Ce graphique que je vous montre un peu tard illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'annexe B, c'est vers la droite du graphique, c'est les pays riches, en abscisse, et émetteurs, plus on est haut en ordonnée, plus on est émetteur, et là, vous avez les pays hors annexe B, sont dans cette partie inférieure du graphique. Vous voyez, donc là, les pays de l'annexe B par ici, et les pays hors annexe B par ici. Deuxième exemple de marché de permis, eh bien, le marché européen. Marché européen qui est connu le plus souvent sous son vocable anglais European Trading Scheme. Traduction française pas extraordinairement heureuse et assez compliquée, le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Et ce système communautaire donc, attribue des droits d'émission à une partie de l'industrie européenne, alors essentiellement les secteurs de l'énergie et de la combustion, des métaux, l'industrie minérale, ciment, chaux et verre, l'industrie papetière et le raffinage. Il touche 12 000 installations recensées, le 10e, c'est-à-dire 1200 à peu près en France, qui se voient donc attribuer les fameux permis ou les fameux quotas dont je parlais tout à l'heure. Il concerne en fait 30 pays. Alors, les 15 pays de l'Union européenne qui sont partis à ce qu'on appelle la bulle européenne, c'est-à-dire qui ont réparti leurs engagements Kyoto entre eux dans un nouvel arrangement qu'on appelle la bulle européenne, 12 nouveaux adhérents et 3 pays non membres de l'Union. Et grosso modo, ce système donc, touche l'industrie et concerne en moyenne, sur l'ensemble de l'aire géographique concernée, à peu près 50% des émissions de gaz carbonique. Avec des proportions variables, par exemple, c'est beaucoup plus faible en France qu'en Allemagne,
Alors, comment sont déterminés les quotas ou le volume des permis sont définis par un programme national d'allocation des quotas qui est soumis pour approbation à la Commission européenne. Et l'attribution initiale s'appuie sur les émissions passées. On fait référence à ce que j'appellerais tout à l'heure le droit du grand-père, en principe modulé pour tenir compte des potentiels de réduction des différents secteurs. Évidemment, si vous donnez autant de quotas que ce qui est émis aujourd'hui, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Le prix du permis sera égal à zéro. À nouveau, l'efficacité n'est pas liée à la gratuité ou pas à la gratuité, mais évidemment, c'est l'efficacité liée au volume de quotas qui va déterminer le prix sur le marché, bien entendu. Alors, les répartitions sectorielles des quotas dépendent des caractéristiques nationales de production, et en particulier de production d'électricité. Ainsi, la part des quotas destinés à l'ensemble énergie-combustion passe par un minimum de 49% pour la France, 24% étant pour l'électricité. Ça, c'est effet électricité nucléaire, et un peu d'hydraulique aussi. À 79% pour l'Allemagne, qui, en fait, en donne 68% pour l'électricité, où l'Allemagne est produite de façon extrêmement carbonée. L'opération a 3 phases. Une phase pilote et expérimentale qui a duré de 2005 à fin 2007, la phase Kyoto dans laquelle nous sommes, et la phase ultérieure, la phase suivante, qui n'est pas engagée, qui ira de 2013 à 2020. Alors, les quotas qui sont donnés aux installations sont attribués pour chacune des années, mais à partir, en tout cas, de la phase Kyoto, sont reportables au sein d'une phase. On le dit, ils sont bancables. Donc voilà pour le système communautaire d'échange de quotas d'émissions européen. La proposition Waxman-Markey, donc, qui a été présentée à la Chambre des représentants le 26 juin 2009, c'était l'American Clean Energy and Security Act, mais qui n'est pas repassé devant le Sénat et dont le sort est aujourd'hui incertain. Alors, dans la proposition Waxman-Markey, il y a évidemment toute une série de mesures visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc toutes mesures qui sont plus généralement, qui sont de type réglementaire, soutien aux énergies propres, qu'il s'agisse du renouvelable, du nucléaire, aux recherches sur la séquestration du carbone, etc. Mais fondamentalement, la proposition Waxman-Markey instaure un marché. Et ce choix a pu surprendre, parce qu'il y avait quand même un nombre relativement important d'économistes américains qui s'étaient prononcés pour une solution de taxe, et d'économistes américains avec des sensibilités intellectuelles relativement différentes. Alors, vu d'ici, on peut avoir l'impression que les économistes américains ont la même sensibilité intellectuelle. C'est tout à fait faux, c'est extrêmement varié. Et il y avait des gens extrêmement variés qui s'étaient prononcés pour une taxe. On a pris un marché. On essaiera de comprendre pourquoi, même si ce n'est pas sûr que l'on y arrivera tout à fait. Mais le marché qui est envisagé par les Américains est plus large que le marché européen. Il inclurait en principe le secteur de l'énergie, de la grande industrie, c'est comme ce qui se passe en Europe, le transport et le résidentiel tertiaire. Alors, comme le marché européen il prévoit des allocations gratuites, en tout cas de plus de 80% des quotas sur la période allant de 2012 à 2025. Ce n'est pas totalement gratuit, il y a donc une partie qui est payante, ces quotas, mais une grande partie qui est gratuite, avec l'idée que tous ces quotas devraient être mis aux enchères à partir de 2035. C'est un petit peu loin, qui vivra verra. Alors, il prévoit aussi une réserve stratégique de permis, susceptible d'être débloquée si le prix des permis jugeait un seuil qu'on juge excessif. Et enfin, last but not least, le projet mandate aussi le président pour mettre en place à terme, le cas échéant, des ajustements aux frontières. Les ajustements aux frontières, c'est un vaste sujet dont j'espère qu'on aura le temps de reparler un peu plus tard. Là, j'ai simplement un graphique qui illustre un tout petit peu les responsabilités sectorielles en matière d'émissions de gaz carbonique. Alors, le premier graphique en France et le second graphique dans les pays industrialisés. Grosso modo, il y a 4 quarts. L'énergie, la combustion,
à peu près égaux, les transports, l'industrie et l'agriculture et le résidentiel. Je crois qu'il y a les émissions sectorielles aussi de méthane, c'est pour ça que l'agriculture est important. C'est évidemment le secteur de l'énergie, et dans un pays industriel standard, à beaucoup plus de 25%, même au-delà de 35%. En France, il a 17-18%, donc il y a une différence. Mais grosso modo, il y a quatre sources pas tout à fait équivalentes, mais 4 grandes sources de contribution aux émissions de gaz à effet de serre dans les économies de pays industrialisés. J'ai parlé des marchés. Maintenant, taxe carbone. La taxe carbone, comme vous savez, on en a beaucoup parlé. Et la taxe carbone donc, a été discutée en France, dont on avait pensé qu'elle serait mise en place, et qui ne le sera pas. Elle s'applique aux émissions diffuses, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas couvertes par le marché européen, le marché qui s'applique à l'industrie, et donc qui proviennent des activités des ménages, sur le chauffage, au transport, et à la partie de l'industrie qui est hors de European Trading Scheme. Alors, une taxe carbone existe en Suède depuis 1991. Elle est partie d'ailleurs d'un niveau relativement faible, entre 25 et 30 euros la tonne de CO2. Et elle atteint parfois aujourd'hui des valeurs allant de plus de 60 à 100 euros la tonne de CO2. Mais c'est un dispositif qui est extraordinairement loin d'être limpide, qui autorise nombre d'exonérations et qui ne garantit absolument pas une unicité du prix du carbone. Les économistes aiment bien qu'il y ait une unicité de prix pour que ce soit le plus efficace. Là, il est bien évident que le système suédois ne répond absolument pas à l'exigence d'unicité. La taxe carbone est, alors là, est l'avatar de la contribution climat-énergie, qui me rappelle quelques souvenirs, puisqu'elle était proposée par le groupe 6 du Grenelle de l'environnement que j'ai présidé, et qu'il avait appelé contribution climat-énergie, parce que ça met un curseur un peu indéterminé entre une contribution énergie et une contribution climat, c'est-à-dire plutôt carbone. On a fait le choix de plutôt carbone. Mais évidemment, mettre ce curseur à un niveau indéterminé permettait d'obtenir un consensus entre les écologistes qui acceptent avec plus ou moins de réticence le nucléaire et ceux qui sont farouchement opposés. Si on avait mis le curseur à un endroit précis, l'unanimité aurait évidemment tout à fait disparu. Naturellement, les arbitrages avaient conduit, en particulier ceux de la commission Rocard, à fixer le niveau de la taxe carbone à un niveau relativement modeste. La commission avait proposé 35 euros, les arbitrages fait tomber à 17 euros la tonne de carbone. Ceci dit, ça fait, la tonne de CO2, pardon, ce qui fait quand même plus de 100 euros la tonne de carbone, enfin pour le premier chiffre, pour mes 34 euros. Et la mise en place comportait toute une série de dispositions qui étaient censées limiter les effets redistributifs non désirés de la taxe carbone. Disons, grosso modo, je viens de rappeler tout à l'heure, la taxe carbone a quand même des aspects légèrement régressifs, au sens où elle touche plus lourdement, proportionnellement, les ménages pauvres que les ménages riches. Évidemment, ce système mixte était censé améliorer un système bancal, c'est-à-dire un système dans lequel on fait porter l'effort uniquement sur l'industrie. C'est sûrement extrêmement inefficace, bien entendu. Naturellement, le fait d'avoir des actions dans l'industrie, il y a évidemment une bonne raison. Si vous êtes dans un marché commun, il doit y avoir un traitement identique. Et si vous mettez en place une politique environnementale, il va y avoir un traitement identique des unités de production qui sont à l'intérieur de l'espace économique de ce marché commun. Cet argument peut se généraliser. Il faudrait mieux que ce soit le cas également pour ceux qui sont hors de cet espace économique. Mais évidemment, le dispositif européen concerne une seule partie des émissions, les émissions industrielles. Et comme je le dirai plus tard, si j'ai le temps, mais je ne suis pas sûr parce que je vais un peu moins vite que ce que je pensais, il constitue un alibi à ignorer l'autre partie.
Non seulement il ignore l'autre partie, mais il permet vraiment de la mettre sous le tapis, et ça c'est un vrai problème. Donc, si on met un marché droit pour l'industrie et une taxe carbone, ça reste assez bancal, parce qu'il y a un problème il y a un problème de cohérence entre les systèmes de signaux dans l'un et l'autre cas. C'est vrai, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, marché ou taxe, je vais dire les éléments centraux du débat. Les économistes ont des idées que j'ai déjà introduites tout à l'heure lorsque je vous ai dit comment fonctionnait un marché, mais ils ont des idées bizarres pour le commun des mortels sur cette relation entre le marché et la taxe. C'est-à-dire que fondamentalement, la logique économique que j'ai essayé de développer tout à l'heure me dit, au fond, taxe et marché de permis sont essentiellement équivalents, et pas différents. En tout cas, ça c'est vrai. Les économistes pensent que c'est exactement vrai lorsque vous êtes une autorité administrative qui a décidé entre la taxe et le marché de permis et qui dispose, qu'on appelle en information parfaite, en information complète. Information parfaite qui est un cas évidemment extrême. Tout ce que j'ai fait dans la première partie du cours consistait à essayer de savoir comment on pouvait prendre des décisions publiques en information asymétrique, c'est-à-dire lorsqu'on n'avait qu'une partie de l'information nécessaire pour le faire. Donc, ce que pensent les économistes, taxes et permis sont essentiellement équivalents en l'absence d'incertitude sur les coûts et bénéfices. Alors, abstraction fait d'une série de problèmes sur lesquels je vais revenir. Problème de mise en œuvre. Il se pourrait qu'il soit plus facile de mettre en œuvre une taxe ou plus facile de mettre en œuvre un marché de droit. J'y reviendrai. Il y a vraiment d'autres considérations qu'il faut intervenir. Mais grosso modo, pourquoi c'est équivalent? Bien, supposez que vous ayez une taxe, par exemple de 30 € la tonne de CO2, pour le gaz carbonique, et que vous ayez un marché, et comparez à ce qui se passerait si vous aviez un marché dans lequel le prix du permis était aussi 30 € la tonne de CO2. Cette taxe, après ce que j'ai dit tout à l'heure, où ce marché ont les mêmes effets sur les coûts marginaux. Dans tous les cas, il faut accroître. Le coût marginal est accru de la valeur de la taxe, de la valeur du permis, compte tenu évidemment du contenu en pollution du bien que vous produisez. Donc, j'ai fait le raisonnement pour le permis, mais ça vaut évidemment pour la taxe. Si vous avez payé, si vous produisez une unité de plus et que vous avez à payer la taxe, eh bien évidemment, ça augmente votre coût marginal de la valeur de la taxe. Donc, ça a les mêmes effets sur les coûts marginaux. Donc, si ça a les mêmes effets sur les coûts marginaux, ça devrait à peu près avoir les mêmes effets sur les prix. Ça aussi, c'est quelque chose que croient les économistes et que ne croit pas le commun des mortels. On verra tout à l'heure, il y a eu des expériences grandeur nature qui ont été faites, et donc je dirais qu'elles donnent vraiment raison aux économistes, du moins telles que je les interprète. Alors, est-ce que ça a les mêmes effets sur les coûts moyens? Ben, ça dépend. Si je mets une taxe qui, par exemple, sera 30 € la tonne de CO2, ou si j'ai un marché dans lequel le prix du permis sera égal à 30 €, et si je fais payer les quotas s'ils sont payants, ben, ça a le même effet non seulement sur les coûts marginaux, ça a le même effet sur les profits. Alors vous allez me dire s'il y a une exemption pour la taxe. Bien, l'exemption sur la taxe peut être mimée par la gratuité d'une partie des permis. Donc, quels que soient les deux systèmes, vous pouvez, en principe, avec peut-être des difficultés de faisabilité qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas, vous pouvez en principe les moduler de telle sorte que ils aient les mêmes effets non seulement sur les coûts marginaux, mais également sur les coûts moyens des entreprises. Alors pourquoi? Alors maintenant, comment choisir, puisque c'est la même chose? Ben, en fait, ce que dit la théorie économique standard, c'est que les différences tiennent à des considérations fines. Considérations sur la nature de l'incertitude et sur les coûts et les bénéfices. Alors, comment le dire très simplement? C'est facile, je vais dire une banalité, c'est que une taxe, ça permet de contrôler les prix. Un marché, ça permet, un marché où on donne des quotas aux entreprises, ça permet de quantifier la quantité de la pollution. Si vous avez une information parfaite, vous savez la taxe qui vous permet de conduire telle quantité, vous savez, lorsque vous fixez une quantité, à quelle taxe ça correspondrait. Donc c'est un peu la même chose. Malgré tout, ce qu'on peut retenir, c'est le marché va
permet a priori un meilleur contrôle de la performance environnementale, puisque c'est votre variable de contrôle, la performance environnementale. Avec peut-être d'incertitudes sur les coûts. Si vous connaissez bien la performance environnementale, vous ne savez peut-être pas. Alors, en information asymétrique, incomplète, vous ne connaîtrez peut-être pas les coûts. La taxe, évidemment, elle permet une meilleure maîtrise des coûts qui seront subis par les entreprises. Et donc, l'intuition que j'avais expliquée la dernière fois, lorsque j'avais introduit le problème de la conception des mécanismes en matière de politique environnementale. Je vous avais indiqué que la bonne solution, c'était de mettre un mécanisme lorsqu'on ne savait pas quels étaient les coûts des entreprises, donc on était dans le cas d'incertitude dont je fais partie ici. La meilleure solution, c'était de mettre en place un mécanisme de Groves. Mais un mécanisme de Groves ou Clark-Groves, c'est tellement compliqué qu'on ne savait pas très bien ce que c'était vraiment. On n'arrivait pas très bien à voir comment le mettre en place concrètement, sauf dans deux cas limites. Le premier cas limite, c'était le cas où le bénéfice marginal était plat. Qu'est-ce que ça veut dire, le bénéfice marginal était plat? C'est dans la zone que je considère, la pollution que je considère, bien, le fait que je réduise de 1 à ce niveau-là ou que je réduise de 1 à un niveau un peu plus élevé, c'est à peu près le même bénéfice social. Le bénéfice social est à peu près constant dans une zone de grandeur dans laquelle s'applique la politique. Le cas inverse, c'est le cas où le bénéfice marginal est très vertical. Ce qui veut dire qu'en dessous d'un certain seuil de pollution, il n'y a pratiquement pas de dégâts. Et puis au-dessus, ça devient tout à fait catastrophique. C'est quand il y a des effets seuil dans la solution. Et vous voyez bien, et c'est tout à fait conforme à l'intuition, que dans le premier cas, bénéfice marginal relativement plat, vous allez mettre en œuvre une politique de prix, vous allez choisir une taxe qui reflète ce bénéfice marginal de la politique. Dans le deuxième cas où il y a des effets seuil, vous allez choisir une politique de quantité parce que vous voulez absolument contrôler le niveau de performance environnementale, c'est tout à fait vital. Mais entre les deux, et c'est ce que j'avais expliqué avec des graphiques qui montraient... entre les deux, vous voyez bien que si on se rapproche du premier cas limite, si le bénéfice marginal est relativement plat, alors la politique de prix l'emporte sur la politique de quantité, comme le montraient les graphiques que j'avais mis en évidence. À l'inverse, si la variabilité de la nocivité de la pollution est très forte dans la zone considérée, alors s'il y a des effets seuil, la politique de quantité va l'emporter sur la politique de prix. Et donc, dans les cas intermédiaires, on a des formules qui disent laquelle est la moins mauvaise, puisqu'aucune d'elles n'est vraiment la meilleure. Ce n'est pas les mécanismes de Clark-Groves. Si la politique de prix l'emporte sur la politique de quantité. Et ces formules dépendent évidemment de la pente relative des coûts-bénéfices marginaux, de la variance de l'incertitude, etc. Je ne vais pas les donner. Alors, je vais passer, donc, je vais m'arrêter ici, puisque je n'ai pas le temps de faire celle-ci, parce que ça va. Mais je fais la transition avec la séance suivante. Donc, les économistes pensent que taxes sous marché. Alors, je ne vais plus parler des subventions. Subventions, c'est un peu plus compliqué, bien entendu. Les effets sur les profits des entreprises des subventions ne peuvent pas être mimés par un marché de droit, etc. Une subvention, ce n'est pas exactement comme une taxe en négatif. Mais il y a évidemment les mêmes idées. Alors, les économistes pensent que taxes sous marché, c'est essentiellement équivalent, ou plutôt ils pensent que les différences dépendent de considérations fines sur la nature de l'incertitude, sur les coûts et bénéfices, et que les exemptions partielles ne modifient ni les effets sur les prix, ni les effets sur les profits de l'une ou l'autre des solutions. Le problème, c'est que le reste du monde pense exactement le contraire. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Merci.